Est-ce que le fleuve Saint-Laurent est difficile à naviguer? Oui. Les raisons sont multiples et ça dépend à quelle période. C'est l'historien Alain Frank qui dit que c'est vraiment l'autoroute qui donne accès au Québec et c'est la porte d'entrée de l'Amérique du Nord. Quand on est au régime français, c'est vraiment que tous les navires doivent passer par ici. Le fleuve est capricieux, il y a beaucoup de battures, beaucoup d'îles, beaucoup de hauts fonds cachés. Et à l'époque où on navigue vraiment à l'instinct, si on veut, donc les voiliers, on est poussé par le courant marin, on est poussé par les vents. Et ici, en l'espace de 15 minutes, on passe d'une journée ensoleillée à un brouillard épais, ce qu'on appelle soupe de poids, où on ne voit plus. Alors ça, ce sont quelques-unes des difficultés à naviguer. Maintenant, les courants dominants, alors les marées qui montent et qui descendent, viennent pousser ces navires-là. Là, comme on navigue toujours, comme on dit, un peu à l'aveugle, où on pense qu'on sait où on est, pour donner l'exemple de la flotte de Walker. Alors, la flotte de Walker, il y a 50 et plus navires, je crois qu'ils sont 70 navires. Donc, on navigue dans le fleuve, et à son idée, lui, il est sur la rive sud. Alors, lorsque la tempête arrive et le brouillard se lève, pour ne pas frapper les rochers de la rive sud, on prend franc nord. Sauf qu'il se trouve sur la côte nord. Donc, aussitôt qu'il vire au nord, il frappe la côte et c'est là que le naufrage arrive. Pendant l'époque de Phipps, c'est à son retour. Donc, Phipps retourne à l'automne. Et à l'automne, ici, ce sont des tempêtes un peu plus fortes. Donc, tu as des tempêtes, je crois que c'est 1858 où il y a une tempête. Là, les gardiens de phare écrivent, c'est une des plus grosses tempêtes qu'on a vues sur le fleuve Saint-Laurent. Et dans cette tempête-là, on peut recenser une cinquantaine de navires qui font naufrage en une seule tempête. L'île d'Anticosti, c'est un lieu renommé, on l'appelle souvent le cimetière du Saint-Laurent. Mais l'île d'Anticosti se trouve être à la conjonction des vents dominants et des courants dominants. Donc, le navire qui arrive pour rentrer naturellement dans le fleuve est poussé par les vents dominants et est poussé par les courants vers l'île d'Anticosti. Moindrement qu'on ne voit pas où on va, parce qu'on n'a pas de sonar, pas de radar, et à peine une sonde en plomb pour savoir la profondeur de l'eau, c'est à une époque où la navigation, c'est là où on se fait pousser sans le savoir là, vers la côte. Alors, la côte nord, on a beaucoup d'épaves qui ont été justement poussées par la côte, par la nature, si on veut, par les tempêtes, les vents dominants et les courants. Mais il y a d'autres facteurs. Pendant la Première Guerre mondiale, les navigateurs ont peur des sous-marins allemands, même s'ils ne sont pas venus dans le fleuve ici. On croit que les sous-marins viennent attaquer. Il y a des naufrages, entre autres, je crois que c'est le George Smith ou le Blanche Alma, sans me tromper. Pas seulement celui-là, il y aurait le Carabobo aussi sur la rive sud, où les gens à bord ont fait volontairement naufrage sur le bateau pour ne pas se faire torpiller rendu en plein océan. Donc ça, c'est une autre des raisons. Fait qu'il y a le facteur humain. Mais à l'époque du régime français, il disait que la meilleure protection que la ville de Québec avait contre les envahisseurs anglais était le fleuve lui-même, dû à toutes ces difficultés de navigation. Alors, le fleuve est tellement difficile à naviguer que ça prend des pilotes. Fait que déjà à l'époque du régime français, il y a des marins qui sont attitrés non officiellement à la navigation du fleuve. En soi lui-même, le fleuve est l'obstacle principal à traverser pour se rendre à Québec. Lorsque les Anglais arrivent, ils vont faire une institution de cette profession-là et il va y avoir des pilotes professionnels du fleuve. Et c'est là qu'on va voir aussi apparaître la Maison de la Trinité vers 1815 et les premiers phares, donc l'île Verte, le deuxième qu'on a ici à Pointe-des-Monts, donc à partir de 1826-1830, là, le fleuve va commencer à connaître beaucoup de phares sur l'île d'Anticosti pour guider les marins. Parce qu'encore là, c'est une époque où on n'a pas de sonar, pas de radar, et c'est encore une navigation qui se fait à vue. En 96-97, Parc Canada vient faire des fouilles archéologiques sur l'épave de Phipps, qui est la plus vieille épave connue au Québec. L'histoire de la découverte de l'épave, c'est Marc Tremblay qui a ici son chalet à L'Anse-au-Bouleau. Et devant chez lui, à tous les hivers, il va changer son amarre de bateau. Et
en 1995, donc décembre 95, juste avant Noël, déplace ça et là, il voit une épave qu'il n'avait jamais vue devant chez lui. Donc, il y a des pièces de bois, il y a 8 mètres de coque de bois et une tasse en céramique de type anglais d'époque. Donc, il y a des objets d'époque. C'est après ça qu'il appelle Parc Canada. Et la première expertise se fait vraiment à l'hiver 1995, début 96, pour vraiment expertiser le site, voir s'il y a une valeur archéologique et historique. Suite à l'expertise de Parc Canada, là, on a des fouilles archéologiques qui sont faites. Donc, en 1995, ils viennent expertiser l'épave, déterminent l'importance historique et archéologique de l'épave. Et c'est après ça que là, des fouilles sont vraiment instituées avec des plongeurs locaux qui viennent participer une semaine de temps à fouiller. Je suis archéologue, assistant pour Parc Canada et je supervise ces équipes-là. Pendant les 2 étés de fouilles, où il y a 5500 artefacts qui ont été sortis du site, qui sont au centre de conservation et à la réserve du Québec. La collection, elle est classée, donc c'est un bien patrimoine classé du Québec, ainsi que l'épave, qui est en train de se faire dessaler dans un lac ici en arrière. Donc, l'épave est encore ici et le centre des naufrages ramène des pièces ici pour remettre, si on veut, l'histoire au jour et permettre aux gens de la région de se réapproprier son histoire liée avec le fleuve. Le centre des naufrages est né suite à la fouille de Phipps pour interpréter ou pour mettre en valeur les artefacts de Phipps et l'histoire maritime. Et pendant quelques années, ça fonctionne très bien et malheureusement, suite au décès du directeur, le centre est abandonné et fermé pendant, je crois, 7-8 ans au moins. Alors là, les gens du village ici, ça fait plusieurs années qu'ils passent devant, le centre est fermé, c'est un peu triste. Moi-même qui passe devant, qui a vécu les fouilles de Phipps, j'aimerais bien voir renaître le centre. Donc, on m'approche pour m'investir dans le centre. On se lance vraiment ensemble un nouveau conseil d'administration et on renaît le centre. Donc, à l'été 2022, on fait renaître le centre de façon non officielle. Donc, on est ouvert gratuitement pour les gens, mettre en valeur l'épave du Mélicite, l'épave du Mohawk, les épaves plus près ici de Baie-Trinité et un côté un peu plus artisan, les gens de la place qui viennent se réapproprier, si on veut, une partie du centre. Quand vous rentrez ici, c'est un lieu d'exception qu'on retrouve dans Baie-Trinité. Alors, moi, je travaille à l'accueil de ce centre-là. Et l'espace qu'on découvre en ce moment, c'est un lieu d'exposition, qu'on pourrait dire, sur un aspect plus culturel. Fait qu'en ce moment, moi, j'expose mes œuvres là, pour l'été. Alors, je suis artiste en art visuel qui est très fortement imprégné par la mer. Alors, je présente des œuvres. J'ai d'autres artistes qui se retrouvent dans cet espace-là. C'est un espace lumineux, c'est un espace où j'aime que se rassemblent les gens. Fait qu'éventuellement, est-ce qu'on aimerait avoir une machine à café pour que les gens demeurent un peu, que ça soit un lieu d'échange aussi. Fait que moi, ce lieu-là, je l'affectionne depuis plusieurs années, je le connais et je suis extrêmement fière qu'on remette cette énergie-là dans cette bâtisse-là avec les belles intentions qu'on a, la culture, le patrimoine, l'histoire. Ça me tenait à cœur et d'y participer, bien, ça me comble vraiment de beaucoup de joie et de fierté. Cette année, en 2023, on s'est réapproprié un peu la collection de Phipps. Donc, on a des objets de Phipps ici, du côté milicien, mais comme la collection classée est importante, elle sera aussi exposée cet automne à Pointe-à-Calière. Et il y a des expositions itinérantes avec les objets de Phipps, d'où son importance historique, étant la plus vieille épave du Québec. Fait que le centre, cette année, met de l'avant le côté milicien des gens qui sont venus de Boston, qui étaient à bord de l'épave de Phipps, de l'Elizabeth Murray. On a l'épave du Mélicite qui est ici sur la Pointe-à-Poulain, les épaves du Mohawk. Puis là, avec les gens commencent à nous apporter des objets qu'on va mettre en valeur. Donc, on va avoir le HMS Charlottetown, qui va nous parler des épaves de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on n'a pas approché encore les sous-marins allemands qui sont venus ici dans le fleuve. On a le scaphandrier, on a des gens ici qui ont des collections de Walker que j'aimerais bien mettre en valeur. Fait que le centre va évoluer avec les objets, toujours un peu avec l'histoire, c'est sûr, malheureusement, l'histoire des navires et des naufrages, mais c'est tellement riche ici que
que de la pointe aux Anglais à Pointe-des-Monts, on a plus de 100 naufrages. Donc ça, c'est une petite partie du Québec qu'on veut mettre en valeur ici. Puis si on expansionne pour le fleuve au complet, bien là, on ne sait pas le nombre d'épaves qu'on a dans le fleuve. On le sait qu'à l'ISAC, donc à l'inventaire des sites archéologiques du Québec, on est rendu à une 120, 125 épaves. Le ministère des Pêches et Océans a recensé d'autres épaves. Il y en a aussi une centaine qu'on connaît. Donc on sait que, on le sait qu'il y a au moins 200-300 épaves, on va dire, connues. Tous les naufrages qui sont devenus des épaves, que j'appelle des naufrages, des épaves potentielles, là, on tombe dans les milliers. Il y en a qui disent que si on prend le fleuve jusque d'un grand lac, il y aurait au-dessus de 100 000 naufrages ou épaves. Mais si on parle de naufrage, c'est pas forcément une épave. Donc, des bateaux qui font naufrage, qui vont passer l'hiver là, mais qu'au printemps d'après, ils vont être renfloués et remis à la mer, donc ils vont reprendre leur vie active. Fait que ces bateaux-là, ce sont un naufrage, mais pas une épave. Alors, les épaves, c'est vraiment des bateaux qui font naufrage, mais qui restent sur place et qu'on peut imaginer qu'en 1883, lorsque le Mélicite fait naufrage, bien, qu'en 1885, les enfants jouent dans le bateau. Tu sais, ça devient le lieu. Les pièces de bois vont être récupérées par les gens de la place. C'est ce que j'appelle les fortunes de mer. Donc, ces naufrages-là, malgré une certaine tragédie, deviennent une manne pour les gens qui habitent autour. Comme exemple, l'église de Natashquan, suite à un naufrage avec du bois de construction dedans, mais l'église est construite. Alors le curé remercie les dieux que ce naufrage-là, c'est un don de Dieu. Et l'église est construite à partir d'un vestige de naufrage et de ce qu'il y avait à bord. L'avenir du musée, je le vois que petit à petit, on grandit. L'an prochain, on devrait avoir un peu plus multimédia. J'espère avoir le premier scaphandrier qui a plongé le quai de Québec. On espère. C'est sûr qu'on va, tous les années, on va changer la collection de Phipps. Et puis le Corosol, qui est la deuxième plus vieille épave, qui est juste ici à Sept-Îles. Je le sais que le musée de Sept-Îles a des pièces de Walker et des pièces du Corosol, donc il va y avoir une entente qui va être faite avec le musée. On va mettre de valeur les pièces qui sont malheureusement endormies maintenant dans les tiroirs. Ça va être une fenêtre pour remettre au goût du jour, si on veut, l'histoire maritime, puis nous rapproprier ici localement l'histoire de la Côte-Nord.